Bonsoir, c'est le 20h du dimanche soir, Journal Magazine. L'actualité, c'est à Kananga, province du Kasaï central, qui fêtera Noël avec le premier citoyen congolais. La ville est mobilisée pour un accueil sans précédent à Félix Tshisekedi. Et une solution sûre au problème de gestion des déchets dans la ville capitale. L'hôtel de ville de Kinshasa peut désormais disposer du centre technique d'enfouissement des Mpassa, certainement un élément essentiel qui va booster l'opération Kin Bopeto. Le dossier de ce journal magazine mettra un accent sur le programme de transformation de l'agriculture. Le fonds social qui chapeaute le programme, bien entendu, vient ici avec des solutions innovantes. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Nous ouvrons avec la partie actualité de ce magazine. Le chef de l'État a signé quelques ordonnances. Nous avons sur ce plateau de télévision Oscar Mbalkaïch qui va nous en livrer le contenu tout à l'heure. Donc bonsoir Oscar. Bonsoir Monsieur Dia. Et on maintient le suspense et je vous retrouve à un moment de ce journal. Merci. Le président de la République, Félix Tshisekedi, était en visite de travail à Brazzaville, République du Congo, à un tête-à-tête avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur la situation générale de la sous-région et aussi de l'Est de la RDC. Mlandine Zovo, Kazokazadi. Le majestueux fleuve Congo, une voie navigable majeure desservant les deux capitales les plus rapprochées au monde, a accueilli ce samedi le bateau Majestic River avec à son bord le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction Brazzaville, capitale de la République sort du Congo pour une visite de travail de quelques heures. C'est sur le coup de 12h30 que le président de la République est arrivé à Brazzaville. À l'accostage, le rituel protocolaire respecté, le président Félix Tshisekedi a été accueilli par Anatole Kolimé Makosso, Premier ministre congolais, accompagné des membres de son gouvernement ainsi que des diplomates RD congolais accrédités en République du Congo. Après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel où l'attendait son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Quelques heures passées en aparté pour un huis clos au cours duquel les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Félix Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso se sont félicités des conclusions de la 10e session ordinaire de la commission mixte spéciale défense et sécurité entre les deux pays tenue du 10 au 13 novembre 2024 à Kinshasa, des travaux axés sur la dynamique de renforcement du bon voisinage. Pendant ces 4 heures de tête-à-tête, les deux chefs d'État ont également abordé la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo avec un accent particulier sur l'état du processus de Luanda. À ce sujet, le président Denis Sassou Nguesso a réitéré son soutien aux efforts de médiation du président angolais João Lourenço. En outre, il a exhorté les partis à poursuivre et à privilégier les négociations en cours, une des voies dans la résolution des conflits. Deux préoccupations de la presse des deux pays soumises aux deux chefs d'État. La construction sur le fleuve Congo d'un pont route-rail devant relier Brazzaville et Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo rassure. Tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir auprès du ministre concerné, Jean-Jacques Bouillard, qui m'a mis à la page. Et donc si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa qui sera destinée à harmoniser le régime fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. La question sur le crédit carbone est une stratégie commune à adopter afin de scruter les possibilités pour que les deux Congos qui partagent en commun la forêt du bassin du Congo puissent bénéficier des dividendes liés au crédit carbone. Le président Sassou Nguesso répond. Et vous savez que le bassin du Congo est très bien placé sur ce plan, surtout les deux Congos, la RDC, qui a les plus grandes forêts, et les tourbières, et le Congo,
Brazzaville aussi, qui a sa part de forêt et de tourbières. Il s'agit là de richesses très importantes pour l'Afrique. On constate malheureusement que jusqu'ici, le carbone, les pays africains est traité au rabais. Nous croyons que le moment est venu pour que les peuples qui protègent ces écosystèmes, surtout les écosystèmes forestiers et les autres richesses, surtout les forêts, les peuples qui les protègent pour le bien de l'humanité. Et nous pensons qu'en contrepartie, ils devraient en tirer des résultats substantiels pour leur développement. C'est dans la soirée que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toute la délégation qui l'accompagnait ont regagné Kinshasa, la capitale. Et en sa qualité de la plus haute autorité de l'Union sacrée, le président de la République a réuni tous les membres de sa famille politique. Un seul message, se lever comme un seul homme pour combattre le mal et œuvrer pour l'intérêt de la nation. Jules Tshilumbaï. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda, dont le président rwandais avait prié par son absence. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. D'où l'appel à l'unisson pour sauver Congo-Kinshasa. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. Et Kananga s'apprête à accueillir le chef de l'État congolais dans les prochaines heures. Il va visiblement fêter Noël sur place. Ce dimanche, la mobilisation a été totale pour l'accueil des délégations gouvernementales venues de Kinshasa. Guilain Kabalundi, Mika Lusaka. Le soleil était à son zénith ce dimanche 22 décembre à Kananga, ville qui s'apprête à accueillir les institutions du pays. L'ambiance en début d'après-midi est montée d'un cran à l'aéroport du chef-lieu du Kasaï central. Banderoles, calicots, effigies des partis politiques de l'Union sacrée de la nation, arborés pour souhaiter la bienvenue aux premiers citoyens du pays très attendus par la population en cette période de fête. C'est quelque chose qui nous fait du bien de voir les nôtres revenir toujours vers nous pour fêter ensemble avec nous. C'est pendant les festivités que la famille se met ensemble pour discuter de certains problèmes. Comme il vient chez nous, nous allons parler avec lui et fêter ensemble. Et nous entendons parler du changement de la Constitution. Nous soutenons cette initiative.
le développement au Kasaï central. Notre exigence est qu'il se penche sur le développement du Kasaï central, parce que c'est la province qui lui apporte un soutien indéfectible. Nous arrivons à quelques heures de l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Nous précédons en fait le chef de notre famille politique. Tout ce que je veux demander à la population de Kananga, du Kasaï central, du Grand Kasaï dans l'ensemble, je pense au Sankourou, je pense au Lomami, je pense au Kasaï, je pense au Kasaï oriental, c'est de réserver un accueil délirant au chef de l'État, notre président de la République. C'est le fils du pays, il a fait beaucoup de choses. En attendant l'arrivée du chef de l'État, des délégations ministérielles se succèdent à l'aéroport. Nous avons ici des projets tels que la route Kalamambouji, mais également le projet le barrage hydroélectrique de Katende. Donc ce sont des points sur lesquels le chef reviendra pour assurer les populations. Le décor d'une communion parfaite entre le chef de l'État et les centres kassaïens est donc bien planté à quelques heures de l'entame d'une mission d'itinérance que devra effectuer le président de la République dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et à Kananga, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombo, mobilise à fond pour la réussite de l'accueil réservé aux premiers citoyens congolais. Regardez. La province du Kasaï central s'apprête à accueillir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en début de la semaine prochaine. En avant-garde de cet événement historique, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombo Moussaou, a foulé les sols de Kananga pour la première fois depuis son élection à ce prestigieux poste à l'Assemblée nationale. À sa descente d'avion, Isaac Jean-Claude Tshilombo Moussaou a été accueilli par une foule enthousiaste composée de députés nationaux, des cadres et militants de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, des officiels, des membres des associations locales soutenant sa vision politique, ainsi que les représentants des mouvements et associations de l'Union sacrée. Le cortège ovationné tout au long de son parcours s'est dirigé vers la permanence du parti présidentiel pour une rencontre avec le militant. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a exhorté la population du Kasaï central à faire confiance au président, lequel agit différemment de ses prédécesseurs avec des actions concrètes et rapides. Il a invité tous les Kassaïens à se rassembler autour du président Tshisekedi dans une démonstration d'unité et de gratitude pour les avancées réalisées. Enfin, il a appelé à une mobilisation massive et festive pour accueillir le chef de l'État en début de la semaine prochaine. Oscar Mbalkaïj, c'est maintenant le moment de nous livrer les contenus de ces ordonnances que le chef de l'État a prises. Nous allons commencer par la loi des finances numéro 24/011 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025. Une loi des finances étalée sur 93 articles. En termes d'exposé des motifs, la présente loi des finances pour l'exercice 2025 est élaborée dans l'optique de la poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale le 11 juin 2024 en phase avec la vision du président de la République, chef de l'État, retracée dans son discours d'investiture du 20 janvier 2024. Elle s'inscrit dans un contexte particulier marqué sur le plan économique, d'abord sur le plan politique, diplomatique et sécuritaire, par la mise en place des institutions issues des élections du 20 décembre 2023, l'action diplomatique de grande envergure pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo suite à la guerre d'agression par le Rwanda et l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Sur le plan social, sanitaire et humanitaire, par la poursuite de la gratuité de l'enseignement primaire, la poursuite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle à travers l'extension en province de la gratuité des accouchements et de la prise en charge des consultations prénatales, postnatales et néonatales, la résurgence de l'épidémie du virus à variole du singe Mpox et la situation humanitaire préoccupante à l'est du pays. Sur le plan économique et financier, par la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement local à la base de 145 territoires et les renforcements des mesures pour contenir l'inflation
et stabiliser les francs congolais, ainsi que par la perspective d'un nouveau programme triennal avec le Fonds monétaire international FMI permettant d'accéder au financement du Fonds de résilience et de durabilité. La loi des finances pour l'exercice 2025 repose sur les principaux indicateurs macroéconomiques suivants. Taux de croissance du PIB, 5,7%. Déflateur du PIB, 11,8%. Taux d'inflation moyen, 10,3%. Taux d'inflation fin période, 9,2%. Taux de croissance mine, 5,3%. Taux d'échange moyen, 2954,4 francs congolais pour 1 dollar. Taux d'échange fin période, 2976,6 francs congolais pour 1 dollar américain. PIB réel, 18 000 milliards de francs congolais. PIB normal, plus de 213 000 milliards de francs congolais. Le budget du pouvoir central pour l'exercice 2025 est présenté un équilibre en recettes tout comme en dépenses à plus de 51 000 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 25,8% par rapport au niveau de la loi des finances initiale de l'exercice 2024 chiffré à plus de 40 000 milliards de francs congolais. Article 92. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 93. La présente loi entre en vigueur à la date du 1er janvier 2025. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 20 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 24/021 du 21 décembre 2024 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 125, 129, 144, alinéas 5 et 145, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 23 décembre 2024 la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. Article 3. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 21 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 21 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Enfin, ordonnance numéro 24/131 du 21 décembre 2024 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2,
Vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R-Cons 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 23 décembre 2024, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date du 22 décembre 2024, faite à Kinshasa, le 21 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Atuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 21 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà tout pour les ordonnances signées par le chef de l'État. Oscar Mbalkaïch, merci. Merci, Nancy Odia. Et ceci va permettre de mieux gérer les déchets dans la capitale congolaise. Le centre d'enfouissement technique de Mpassa est désormais prêt. Images et commentaires, Luisette Nsakala. C'est peut-être une lueur d'espoir dans la gestion des déchets, mieux dans l'assainissement de la ville-province Kinshasa. Après une bataille juridique, le centre d'enfouissement technique d'Mpassa vient d'être restitué à la ville capitale. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubola, accompagnée de son collègue en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, et le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba, sont descendus samedi 21 décembre 2024 sur les sites pour une remise officielle. En RDC, le sol est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Et c'est l'État qui en dispose, et c'est l'État qui attribue, et c'est l'État qui affecte. Ce fonds a été affecté à la ville de Kinshasa pour que l'assainissement de la ville soit aujourd'hui palpable. Et nous sommes en train de suivre cela. Ayant dans ses attributions la politique de la ville, Didier Tengetelito a rappelé à tous les spoliateurs des patrimoines de l'État que la puissance de l'État sévira sans état d'âme. En tant que ministre en charge de la politique de la ville, juste pour aussi dire à monsieur le gouverneur qu'il n'est pas seul dans son combat qu'il mène ici. Je crois que son excellence madame la ministre d'État a démontré. Vous savez que cette prérogative en matière d'assainissement et aussi en matière de voirie, c'est une compétence exclusive de la ville. Donc il était important qu'elle puisse justement bénéficier en fait de son espace, de son fonds. Pour l'autorité urbaine, la restitution de ces sites est une étape franchie pour la politique d'assainissement de la ville-province Kinshasa. Merci au gouvernement, merci au chef de l'État, parce qu'enfin Kinshasa a un endroit où nous pouvons jeter les immondices. Le centre d'enfouissement technique d'Mpassa a été construit en 2010 sous financement du Fonds européen de développement et occupe une superficie de 130 hectares. Les robots roulages sont peut-être une des solutions au problème des embouteillages dans la ville capitale. Sur le 8 robots roulages commandés par le gouvernement, 2 sont déjà arrivés à Kinshasa. C'est une production de la structure Human Technology. Elle a toujours été prompte à servir son pays. Thérèse Kirongozi Isaï, DG de Women Technology, vient encore de frapper fort en vue de décongestionner les avenues de la commune de la Gombe pour rendre la circulation fluide. Cette dernière a mis le boucher double en installant 2 robots roulages sur l'avenue de la Justice, dans les encablures du collège Boboto et éventuellement sur Batetela, toujours à Gombe.
Ces robots ont une fonctionnalité illimitée. Le robot va atténuer les embouteillages parce que vous savez que ce n'est pas seulement le fait de signalisation ou les robots qui vont finir les embouteillages, parce que l'embouteillage c'est une problématique très complexe. Et puis aussi, nous les usagers de la route, on arrive à respecter ce que les agents de roulage ou quand le fait et nous dit de s'arrêter, il faut aussi qu'on s'arrête. C'est une commande que le gouvernement national nous a permis de faire 8 robots pour installer d'abord dans la ville de Kinshasa pour atténuer les embouteillages. Nous demandons au gouvernement de nous encourager. Signalons que Thérèse Kirongozi a interpellé les populations et les usagers de la route de respecter cette régulation exécutée par cette intelligence artificielle pour le bien-être de tous. C'est vrai que j'ai déjà entendu parler de cette brave dame. J'ai vu le travail énorme qu'elle est en train d'abattre. Regardez vous-même, à peine installé le robot roulage, la circulation est devenue très fluide. Je demande au gouvernement de la soutenir financièrement pour qu'elle puisse trouver des solutions rapides aux problèmes d'embouteillage. Innovation dans le transport scolaire, TAC Kelassi Perspective pour un service de qualité et sécurisé, c'est l'application présentée aux parents d'élèves par le staff dirigeant des Transacademia. Rekinzuziloya. Transacademia, le transport dédié aux étudiants de la RDC par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, révolutionne aujourd'hui le transport scolaire. Cet établissement public, sous la direction de Georges Ongelo Dangaomumbu, a présenté une innovation majeure dans le transport des élèves en RDC. C'était lors d'une rencontre interactive organisée à l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombe. Le directeur général et son adjoint José Makengo ont échangé avec les parents des élèves abonnés au service des transports scolaires TAC Kelassi. L'événement a été marqué par le lancement officiel d'une nouvelle application mobile visant à renforcer la sécurité et l'efficacité du transport scolaire. Les parents présents ont eu l'opportunité de tester l'application en direct et de poser des questions, notamment sur ses fonctionnalités et son impact sur la gestion quotidienne du transport. La seule réponse est que c'est le souci de servir. Nous sommes décidés à faire le transport autrement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons présenté notre application TAC Kelassi, qui est une application qui va venir répondre encore sur la question de la sécurisation. Les parents recevront des notifications. Vous avez vu, ils ont fait des tests. C'est-à-dire que le parent est assuré que son enfant a embarqué à bord du bus. Lorsqu'on l'a déposé ou lorsqu'on l'a pris, ça rassure les parents. La séance, qui a permis d'instaurer une atmosphère de transparence et de confiance, a également vu la participation active d'une élève saluée pour son engagement. Et dans la semaine du président, on retient entre autres l'inauguration officielle de la nouvelle compagnie d'aviation Air Congo, sélection de Kibambeso Moïsa. La République démocratique du Congo s'est dotée d'une nouvelle compagnie nationale d'aviation Air Congo qui va passer des vols essentiellement domestiques à des dessertes régionales et internationales. La cérémonie d'inauguration du vol passager d'Air Congo a été rehaussée de la présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'aéroport international d'Ondjili. La nouvelle compagnie nationale d'aviation est le fruit d'un partenariat Air Congo Ethiopian Airlines. La République démocratique du Congo est majoritaire avec 51% des parts et l'Éthiopie en a 49. Le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a invité le chef de l'État à inaugurer le vol d'Air Congo à bord d'un Boeing 737-800. Le président de la République a communié avec les passagers à destination de Lubumbashi. Air Congo dispose de 2 Boeing 737-800. Sa flotte va s'agrandir avec 6 avions en 2025. Le mercredi 18 décembre à la Cité de l'Union africaine, le président de la République a reçu solennellement la photo officielle de son deuxième quinquennat qui lui a été présentée par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo. La réalisation du portrait a suivi toutes les procédures normales. Il comporte plusieurs éléments visuels et artistiques décrits dans un arrêté ad hoc.
Toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec Amadou Diagne, ambassadeur itinérant et envoyé spécial du président de la Gambie, Adama Barrow. Il était porteur d'une invitation officielle pour la participation de la RDC au Forum Africa Investment qui se tiendra du 31 janvier au 1er février 2025 à Banjul. Pour l'émissaire du président gambien, l'on ne peut pas parler d'investissement ou d'économie en Afrique sans se référer également à la République démocratique du Congo et à la politique économique du président Félix Tshisekedi qui est un modèle pour la promotion du secteur privé africain et du développement. Et puis, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion d'évaluation du programme sino-congolais avec les responsables du groupement d'entreprises chinoises. Il a été question de faire le point sur les chantiers de construction des infrastructures dans le cadre du programme sino-congolais. Le directeur général de l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions, des collaborations a indiqué que la séance de travail a permis de faire des réglages nécessaires dans les buts d'accélérer des projets qui ont déjà été entamés et de trouver des mécanismes efficaces pour ces projets très importants de l'action du président de la République. Au cours d'une cérémonie funéraire à l'hôpital du cinquantenaire, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un dernier hommage à feu Lucien Boniene Ekofo, directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, décédé le 5 décembre dernier en Inde à l'âge de 62 ans. Le président de la République a déposé une couronne de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Il est allé ensuite réconforter les membres et les proches de la famille du défunt. La semaine en 5 parle aussi des relations diplomatiques assez tendues entre la RDC et l'Ouganda, ainsi que des grands moments d'actualité de la semaine. La semaine qui s'est achevée était riche en événements. En voici le résumé. Le recueil des arrêts de la Cour constitutionnelle a été porté sur le fonds baptismaux par la présidente de la Haute Cour de justice béninoise. La cérémonie a eu lieu au Fleuve Congo Hotel. Le colloque international de l'Association africaine des hautes juridictions francophones s'est ouvert à Kinshasa autour du thème « Bilan de la contribution de justice au renforcement de la démocratie en Afrique francophone ». La directeure de cabinet adjoint du chef de l'État a ouvert les travaux pendant lesquels une motion de soutien au président de la République a été lue. Devant les diplomates en poste à Kinshasa, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie n'a laissé aucune zone d'ombre sur le processus de Luanda. Dans sa communication, elle a rappelé la ligne directrice de Kinshasa et à cause des propos controversés de son chef d'état-major général, l'Ouganda met en mal la sérénité dans ses relations avec la République démocratique du Congo. Le chargé d'affaires en poste à Kinshasa a été convoqué par la chef de la diplomatie congolaise pour clarification. 48 heures seulement après les élections des députés nationaux et provinciaux de Massimani Mayakoma, la CENI a procédé à la publication des résultats provisoires de ces opérations de vote dans les 2 circonscriptions électorales. Les Kouloun a jugé en procédure de flagrance et en audience foraine sur l'espace du district de la police de Funa ont été condamnés, certains à des peines capitales pour association de malfaiteurs et d'autres ayant bénéficié de circonstances atténuantes pour avoir collaboré avec la justice. 38 000 km de routes et dessertes agricoles pour 2025 est faisable et nous allons le faire. Le ministre d'État, ministre de Développement rural, l'a affirmé aux côtés de son collègue de l'agriculture reçu au briefing par le ministre de la Communication et Médias. Le Parlement tient son membre à la Cour constitutionnelle. Le Congrès l'a désigné et c'est Aristide Kaindo Nguru. Il fera partie du trio à nommer par le président de la République en remplacement de ceux arrivés fin mandat à la Cour constitutionnelle. Pour terminer,
Pour sa 46e édition, la foire internationale de Kinshasa a ouvert ses portes samedi 21 décembre au cours d'une rencontre avec les parties prenantes. Le directeur général de la FICIN en a fait une grande annonce. Le dossier de ce journal magazine fait allusion au programme de transformation de l'agriculture. Le Fonds social qui le chapeaute vient ici avec des solutions innovantes. Yvette Makoutima. Comment réduire la facture d'importation de 60% de produits agricoles? Par la revanche du sol sur les sous-sols, comme le veut le chef de l'État, mais pas avec un taux de rendement de plus faible par hectare. Financé par la Banque africaine de développement, le lancement du programme de transformation de l'agriculture PTA que mène le Fonds social de la République démocratique du Congo propose des solutions innovantes. Les provinces du Congo central, du Grand Bandundu, de la Tchobo, du Grand Kasaï, du Nord et Sud Kivu sont couvertes par le programme. Les intrants agricoles doivent être disponibles et accessibles aux agriculteurs. Les semences de qualité première pour optimiser les rendements sont indispensables. Comment y parvenir sans une loi relative à l'activité sémencière? Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, avec l'appui du Fonds social de la RDC, a organisé l'atelier sur la loi sémencière avec la participation des députés nationaux. Si nous avons notre propre loi sémencière, ça va nous permettre non seulement nous les producteurs sémenciers qu'on puisse être protégés et savoir défendre nos droits, mais en même temps ça va aider notre pays de sécuriser sa population. La loi est une stabilité, puisque la semence elle-même est source de manifestations, de bactéries, de champignons, de virus et tout ça. Quand sa commercialisation est bloquée par l'absence de loi, elle ouvre la porte à des infestations majeures. Il faut stabiliser la production du Congo en ayant une loi qui sécurise les praticiens de cela. Philippe Ngwala Malemba, coordonnateur du Fonds social de la RDC, et conduit les projets, est conscient de l'urgence et de besoins, mais s'y emploie avec méthode et veille à l'implication de toutes les parties prenantes. Le programme de transformation de l'agriculture, la loi sémencière et l'instauration des cantines communautaires, ce sont des initiatives du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, on en parle encore. Et dans une interview exclusive à la RTNC, Philippe Ngwala, coordonnateur national du Fonds social de la République, annonce le lancement des cantines populaires le 28 décembre à Pullman Hotel. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez d'échanger autour du programme de transformation de l'agriculture. De prime abord, je vous dirais que c'est une initiative du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en tant que programme, le Fonds social joue le rôle d'agence d'exécution. Et il travaille en partenariat avec le ministère de l'Agriculture parce que c'est un programme transversal. Vous avez entendu agriculture, transformation de l'agriculture dedans. Mais c'est un programme à caractère tout à fait transversal qui comprend plusieurs secteurs. Au-delà du secteur de l'agriculture, il y a les secteurs également du commerce, il y a les secteurs du développement des compétences et des métiers, donc formation professionnelle et métiers. Il y a également le secteur de la gouvernance. La gouvernance, c'est-à-dire toutes les réformes qui peuvent impulser ces secteurs. Les secrets et la clé de la transformation agricole se trouvent dans la semence. Or, la semence, les gens ont ici, on a vu qu'on a l'habitude de la considérer comme un intrant. Au point où, lorsque les gens vont acheter des semences, parfois des semences qui ne sont pas de qualité, des simples graines, alors que la semence, c'est toute une technologie. Étant une technologie, le ministère de l'Agriculture, évidemment, porté par un des honorables députés, veulent mener des actions qui permettent à répondre aux attentes de toute la population. Ces attentes consistent à protéger la semence, à en faire une activité protégée par une loi pour impulser les secteurs privés qui s'intéressent à la semence.
Aujourd'hui, si vous regardez très bien comment se comporte le marché, on remarque que certains produits de première nécessité coûtent les doubles, les triples du prix par rapport à l'extérieur, à d'autres pays. Et parfois, c'est des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Le président de la République a promis à sa population de travailler pour l'amélioration du pouvoir d'achat, mais également de lutter contre l'insécurité alimentaire. Le Fonds social de la République démocratique du Congo a donc reçu ce mandat de mettre en place, entre autres, un réseau de cantines, c'est-à-dire des points de distribution, dans lesquels les produits alimentaires, de manière générale, produits de première nécessité, c'est souvent des vivres, vont être rendus disponibles pour que les populations à faible revenu y accèdent à un prix fixé. Pour l'instant, nous sommes en train de faire venir 16 000 tonnes pour un essai. 1500 tonnes vont arriver avant la bonne année ici. Nous avons tout un entrepôt d'une capacité de 20 000 tonnes que nous venons de réhabiliter et mettre aux normes des standards, les standards qu'il faut au NAPAC. Les gens peuvent aller visiter. Et donc nous allons lancer ces projets de cantines communautaires. La RDC a une expérience dans les passés. Vous avez parlé des cantines populaires. Vous avez également, certainement, vous savez ce qui s'est passé avec l'économat du peuple. Nous, quand on grandissait, on connaissait l'économat du peuple. On savait également que dans certaines entreprises, même publiques, il y avait des cantines où les salariés d'un certain niveau pouvaient aller s'approvisionner à prix social. C'est ça, c'est ces projets-là. En fait, c'est la même nature, la même vision que nous sommes en train de pouvoir mettre en place. Et dans la suite de l'actualité, nous avons cet élément de dernière minute qui vient de tomber sur notre desk. La première ministre vient de clôturer sa visite en Kamba, terre sainte dans le Congo central. Judith Souminois a prié avec ses fidèles en faveur de la paix à l'est de la RDC. Chimène Dondo, je coupe. La première ministre Judith Souminois a véritablement partagé l'âme de croyants kimbanguistes ce dimanche 22 décembre 2024 en Kamba. Sa participation au culte dominical kimbanguiste a été bien plus qu'un simple acte symbolique. Elle a marqué la conclusion de sa visite à la Nouvelle-Jérusalem avant de regagner Kinshasa et a insufflé une nouvelle énergie à cette communauté spirituelle. Au cours de sa brève prédication, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani a encouragé le fidèle à garder foi en Dieu face aux défis qui les attendent. Il a appelé chacun d'eux à s'investir activement dans le développement de leur patrie. Tout ce que je fais, c'est de prier sans cesse pour moi afin que Dieu ne pas à jamais. C'est de garder dans le prière tous les dirigeants de notre pays, en particulier le premier d'entre nous, cité, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui vous demande de ne jamais cesser de prier pour notre pays et pour nos vaillants militaires, nos vaillants soldats, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui défendent la patrie contre nos ennemis. Je voudrais aussi vous demander une chose pour nos frères, nos soeurs, nos enfants qui sont confrontés à la guerre à l'est du pays, pour ceux qui sont confrontés à des conflits, pour ceux qui font face à des catastrophes naturelles, de prier pour la paix en République démocratique du Congo et pour le bien-être de toute la population congolaise. Un message qui a résonné profondément dans les cœurs de fidèles. La présence de la chef du gouvernement a été un véritable réconfort pour la communauté kimbanguiste, renforçant leur conviction et leur unité dans la diversité. Judith Souminois Toulouka a pris le temps d'explorer le site où la carte d'Afrique est apparue en Kamba le 3 février 1989, ainsi que le musée national qui retrace avec passion la vie et l'œuvre de Simon Kimbangu. Ces visites ont enrichi son engagement envers les valeurs et l'histoire de cette communauté, témoignant de son respect et de son admiration pour leur héritage spirituel. La visite de la chef de l'exécutif central en Kamba, affectueusement surnommée Nouvelle-Jérusalem, s'inscrit dans le cadre de courtoisie et de fraternité avec le représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, ainsi qu'avec tous les membres de cette communauté internationale.
C'est un geste fort qui illustre son dévouement à unir le cœur et à bâtir un avenir radieux pour tous les Congolais. Elle est une femme d'affaires et surtout une femme politique bien connue en République démocratique du Congo. Catherine Zouzouambombo a eu droit à une messe d'action de grâce pour son 80e anniversaire. À 80 ans, le parcours de Catherine Zouzouambombo a été remarquable sur le plan des affaires et de la politique. De par son expérience à la territoriale, elle a laissé des empreintes indélébiles, comme au Congo central et ailleurs où elle fut gouverneur de province. Dans son homélie, l'abbé Joseph Lukelo a vanté les qualités exceptionnelles de Madame Catherine Zouzouambombo, qui a traversé les époques avec grâce, détermination et force, laissant une empreinte indélébile dans les cœurs et les esprits de ses proches, des membres de sa famille, ses amis et des compatriotes. Sa vie, en tant que personnage politique et femme entrepreneur, est un témoignage vibrant des valeurs comme l'amour, le partage, la persévérance, la rigueur et la loyauté. Ses nombreux enfants et petits-fils lui ont témoigné sa gratitude, ainsi que d'autres convives. Madame Catherine Zouzouambombo a inspiré toute une génération de jeunes entrepreneurs. Beaucoup vont s'abriter auprès d'elle pour recevoir conseils et autres directives pour la bonne marche des affaires et de la conduite de la gestion de la Respublica. Fin de ce journal, réalisation Yolande Voka, coordination éditoriale de Ridis Kitutu. À 23h, Bobo Anan Mokondi présentera la dernière édition de la journée. Mesdames, Messieurs, bon début de semaine à tous et surtout bonne suite de programmes en compagnie de la Radio-Télévision nationale congolaise.